Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale et conférencière, autrice du blog Est-ce comme c'est, et je suis spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Sur ce podcast, pas de méthode idéale à suivre à la lettre, mais des outils, des perspectives qui tiennent compte de votre réalité et vous aident, sans vous culpabiliser, à aborder les défis parentaux que vous allez rencontrer avec plus de confiance et plus de sérénité. Ça vous plaît ? Alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 10e épisode de Du côté des parents. Je suis ravie à double titre, déjà parce que on en est déjà au 10e épisode et que je suis très fière d'en arriver là. Ça n'a peut-être l'air de rien pour vous, mais j'ai appris récemment que la majorité des podcasts s'arrêtaient entre le 7e et le 8e épisode, donc moi, j'en suis déjà au 10e, donc youpi, tralala, ça se fête. Bon, mais je suis aussi ravie parce que on va continuer à parler de la colère et que vous aurez compris en écoutant l'épisode précédent que c'est un sujet que j'apprécie tout particulièrement. Alors, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous rappelle que dans l'épisode précédent, l'épisode 9, vous avez pu écouter ma conversation sur la colère avec Cécile Guinbeau, coach en entreprise. Et on a exploré ensemble les parallèles entre la colère dans le monde du travail et dans la parentalité. Et je trouve que cette discussion a soulevé des points essentiels que j'ai eu envie d'approfondir dans une série d'épisodes dédiés à la colère, cette émotion qui est si mal comprise. Je constate en effet que la colère est source de questionnements très importants, notamment dans le cadre familial, qu'il s'agisse de la colère des enfants ou de celle des parents. Ce que je vois bien que ma conférence sur la colère des enfants est celle qui m'est le plus régulièrement demandée. Et aussi et surtout que beaucoup de parents me consultent pour des motifs qui tournent autour de la colère, la leur ou celle de leurs enfants, et que c'est vraiment un sujet qui est très important. Donc après ce premier épisode en mode conversation avec Cécile, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, voilà le programme que je vous propose autour de la colère. Dans cet épisode-ci, le 10 donc, je vous propose une introduction générale sur la colère pour approfondir un petit peu son rôle, son fonctionnement et mieux comprendre ses mécanismes, en tout cas les mécanismes qui peuvent la faire déborder. Donc c'est l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Dans l'épisode suivant, l'épisode 11, je parlerai de la colère des enfants et notamment des jeunes enfants. C'est une colère qui est souvent explosive, débordante, on ne sait pas très bien comment y réagir et ça pose beaucoup de questions. Donc il y a pas mal de choses à dire. J'avais envie de parler de la colère chez les ados parce que là aussi il y a un sujet, mais je pense faire une série sur l'adolescence, donc je garderai sans doute la question de la colère des adolescents pour cette série-là. Et enfin, le dernier épisode de la série, le 4e, l'épisode 12, si je ne me trompe pas dans mon compte, il portera sur la colère des parents afin de vous proposer des pistes pour mieux la gérer et vous retrouver dans des situations moins frustrantes. Donc j'espère que ça vous plaît. Et on va commencer tout de suite en posant les bases pour comprendre ce que c'est que la colère, pourquoi elle est si mal perçue, pourquoi elle est pourtant essentielle, pourquoi j'aime autant la colère, et j'aborderai aussi ce qui peut mener au débordement. Alors je vais commencer avec une question simple. Pourquoi la colère pose-t-elle autant de problèmes ? La colère est souvent mal vue et même, je dirais, de plus en plus mal vue. On l'avait souligné avec Cécile dans l'épisode précédent, ça vient en grande partie d'une confusion assez fréquente entre colère et violence. Dans notre société, la violence dans les relations est de moins en moins tolérée et plus particulièrement dans les relations avec les enfants. Et ça, c'est une évolution tout à fait positive. On se préoccupe beaucoup plus de ce que vivent les enfants, de ce qu'ils ressentent, et on ne veut plus de rapport de force, de rapport d'autoritarisme dans les relations parents-enfants.
Et ça, c'est vraiment chouette. Ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel je souhaite revenir en arrière. Mais cette intolérance à la violence, elle s'accompagne aussi d'une difficulté à distinguer entre l'émotion de colère et ces débordements violents. Et c'est ça qui pose problème. Cette confusion entre la colère et la violence, elle nous met dans une situation un peu paradoxale quand on a de la colère à exprimer. Déjà, elle pose pas mal de questions sur la légitimité de la colère. Est-ce que c'est légitime d'imposer quelque chose, d'exprimer une demande ? On verra dans le rôle de la colère et le message qu'elle porte que c'est en effet son rôle. Donc, est-ce que déjà c'est légitime ? Donc, on va avoir tendance à hésiter, à ne pas forcément le dire. Et puis, elle va amener à vraiment polisser la forme avec laquelle on va s'exprimer, à tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Et donc, on nous demande en quelque sorte d'exprimer notre colère d'une manière acceptable et positive, autrement dit, énervez-vous mais calmement, et puis surtout de prendre sur nous si jamais on ne peut pas être entendu, puisque après tout, moi, ma colère fait que j'exprime quelque chose, mais si l'autre ne veut pas se ranger à ce que je lui demande, ne veut pas changer son comportement, qu'est-ce que je fais ? Donc là, on est un peu coincé par ce rejet de la violence et ce rejet des rapports de force dans les relations. Et donc ça peut être très frustrant. Déjà, rejeter la forme de la colère, quand elle est jugée trop agressive, trop violente, ça peut revenir à disqualifier le fond du message et donc ne pas tenir compte de la demande. Et ça a pour effet d'augmenter la colère de la personne qui est déjà en colère au départ, et donc de la conduire à un débordement émotionnel. Et ce phénomène, il est particulièrement problématique quand on est dans un rapport social de domination. Quand une catégorie dominée exprime de la colère, elle va souvent voir ses revendications rejetées pour des questions de forme. C'est inadapté, c'est trop violent, c'est exagéré. Rejeté par la catégorie dominante, sous-entendu. Et là, je vous demande de penser aux revendications sociales, aux revendications féministes, aux revendications écologistes et à ce qui en est renvoyé par un certain nombre de personnes. Et malheureusement, ce rejet, il va renforcer la frustration dans la catégorie dominée, qui en plus ne voit pas comment s'exprimer autrement, et donc va s'exprimer de plus en plus violemment, conduisant à d'autant plus de rejet, et donc on arrive vraiment dans un rapport conflictuel qui ne va pas dans le sens de la non-violence qu'on voulait. Ce schéma existe aussi dans les relations de couple. Où si on s'énerve trop, ça va discréditer nos demandes. Si je m'exprime calmement, mes demandes apparemment ne sont pas entendues, mais si j'insiste et que je m'énerve parce que vraiment ça commence à me poser problème, alors mes demandes sont disqualifiées parce qu'elles sont trop agressives. Donc là aussi, il peut y avoir un rapport de domination un peu problématique. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je me note de faire aussi une série sur le couple, en plus d'une série sur les ados. Bon, à noter aussi que ce rapport de domination, il existe aussi dans les relations parents-enfants. Si un enfant exprime sa colère d'une manière qui est jugée incorrecte et qu'on s'arrête à la manière dont il exprime sa frustration ou sa colère, il ne va pas être entendu, ce qui va amplifier sa frustration et conduire à un débordement émotionnel qui va d'autant plus disqualifier l'expression de sa frustration et il va être d'autant moins entendu. Donc je reviendrai plus en détail sur ce sujet dans l'épisode sur la colère des enfants, mais ça nous donne déjà un indice sur le fait que sur ce qui peut conduire à un débordement émotionnel, c'est-à-dire quand notre colère n'est pas entendue ou qu'on disqualifie un aspect pour ne pas entendre le fond du message. En résumé, pour cette première partie, les injonctions liées à la diminution souhaitée de la violence vont conduire à un contrôle étroit de la colère dans notre quotidien. Et malheureusement, émotion et contrôle font rarement bon ménage, particulièrement pour la colère, mais c'est assez vrai pour toutes les émotions. Donc ici, ça me semble important de préciser ce qu'est la colère, comment elle marche, pour que vous compreniez un peu mieux ses mécanismes. Donc je vous ai dit au départ que j'aime beaucoup la colère et vous vous en êtes peut-être étonné.
Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'aime autant en vous parlant de son rôle et de son fonctionnement. D'abord, la colère, c'est une émotion qui est porteuse de énormément d'énergie. C'est une émotion qui nous met très fort en mouvement. Alors ça peut faire peur, ça peut la rendre désagréable à ressentir, ça peut la rendre désagréable pour l'entourage parce qu'il va se sentir un peu sous pression de par cette énergie. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut la voir comme une forme de violence. Mais c'est une émotion qui met en mouvement. Et ce que j'apprécie justement dans la colère, c'est que c'est une émotion extrêmement enthousiasmante, finalement. Je vais faire quelque chose pour que les choses changent. C'est plutôt chouette. Alors, justement, on va examiner d'un petit peu plus près le message que porte la colère. Toutes les émotions sont porteuses d'un message. Ce sont des signaux qui nous alertent sur quelque chose qui requiert notre attention, peut-être notre intervention. Et donc, toutes les émotions sont porteuses d'un message. La colère, c'est l'émotion qui dit « ceci ne me convient pas ». C'est donc une émotion qui parle de nos limites, de nos besoins, de nos valeurs. C'est l'émotion qui se manifeste quand on se fait marcher sur les pieds et qu'on trouve ça inacceptable et qu'on veut que ça s'arrête. J'ajoute, j'en profite, à mon sens, aucun changement social, aucune révolution ne s'est jamais faite sans une saine colère à la base. Si tout le monde est content ou résigné, il n'y a aucune raison que les choses changent. C'est seulement si quelqu'un se met en colère et l'exprime qu'il peut commencer à se passer quelque chose. Donc c'est vraiment aussi pour ça que j'apprécie particulièrement la colère, parce que c'est l'émotion du respect. Respectez-moi. C'est ça qu'elle dit, la colère. Donc, dans le contexte que j'ai décrit de rejet de la violence, si on n'agit pas assez quand on est en colère, qu'est-ce qui va se passer ? Je l'ai dit, les émotions, ce sont des signaux d'alarme. Mais ce sont des signaux d'alarme perfectionnés. Ils vont pas s'éteindre aussi facilement que ça. C'est-à-dire que si vous cherchez à éteindre le signal sans tenir compte du problème sur lequel il vous alerte, il ne va pas s'éteindre, il va sonner plus fort. Ça reviendrait, par exemple, à avoir un signal d'alarme. Vous appuyez sur le bouton, il s'éteint, alors qu'il y a vraiment un incendie qui est en train de démarrer. Et du coup, ce signal d'alarme très perfectionné qui est l'émotion va dire, non, il y a un début d'incendie, je vais pas m'éteindre, je vais sonner plus fort, tu peux pas m'éteindre juste en appuyant sur le bouton. Il faut que tu ailles voir quel est le problème avec ce début d'incendie et que tu l'éteignes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est aussi ce qui va amener à des débordements émotionnels. En effet, quand on prend sur soi, qu'on n'exprime pas ou peu ses besoins ou ses limites, quand on les exprime d'une manière qui est peu efficace, ce que le contexte va nous inciter à faire, en l'état actuel des choses en tout cas. Donc si on n'exprime pas sa colère, si on la muselle un peu trop, c'est un peu comme si la partie de nous qui est en colère, qui trouve les choses inacceptables, finissait par dire à la partie de nous qui veut qu'on reste calme et respectueux, bon bourre-toi de là que je m'y mette, je vais le résoudre le problème moi, hein. Et boum, explosion. Et on va exploser d'autant plus fortement qu'on aura tenté de contrôler longtemps. Mais si la culpabilité qui est associée à l'explosion nous conduit à renforcer notre tendance initiale à réprimer à la colère, à l'exprimer de manière peu efficace, alors on prépare l'explosion suivante et on rentre dans un cercle vicieux où on a de plus en plus d'explosions, de plus en plus fortes, de plus en plus fréquemment. Donc ça, c'est la première manière de faire sonner le signal d'alarme de la colère, c'est de ne pas assez lui accorder de crédit et de ne pas assez l'exprimer et la faire respecter. Mais il y a une autre manière de faire sonner trop fort le signal d'alarme de la colère, c'est d'insister alors même que le changement attendu n'est pas possible. Quand votre demande est infructueuse, mais que vous persistez à insister, chaque répétition va faire monter votre frustration et donc votre colère. Oui, il y a de la colère dans la frustration. Et au bout d'un moment, vous n'êtes plus en capacité d'exprimer la demande de manière posée et acceptable. Alors là, petite parenthèse, c'est vrai
dans les relations individuelles, en tout cas interpersonnelles, que si vous vous exprimez d'une manière trop agressive, trop violente, vous avez souvent moins de chances d'être entendu. En tout cas, si vous avez en face de vous une personne qui a un minimum de confiance en elle. Si la personne manque de confiance en elle, elle va avoir peur, elle va faire ou elle va essayer de faire ce que vous lui demandez. Mais si la personne a de la confiance en elle, elle risque fort de vous envoyer sur les roses ou de ne pas avoir envie de vous écouter. Et évidemment, cette réaction de rejet va augmenter votre colère et va vous conduire à exprimer encore plus vertement votre demande et donc à être moins entendu. Mais là aussi, on est dans une impasse. Tout à l'heure, c'était l'impasse de je n'accorde pas assez de crédit, d'importance à mes besoins, à mes limites. Là, l'impasse, c'est au contraire, j'en accorde trop, j'agis trop, mais sans résultat, et je persiste à agir alors même que je me prends le mur à chaque fois. Donc en résumé, je dis souvent en accompagnement, la colère, elle augmente dans 2 cas de figure. Quand on n'agit pas ou pas assez sur quelque chose qui pourrait être changé, ou bien quand on continue à essayer d'agir sur quelque chose qui ne peut pas être changé. Et là, c'est l'augmentation de la colère qui est le signal qu'on est en train de faire quelque chose qui ne marche pas. Et donc tout l'art de la régulation, ça va être d'apprendre à distinguer entre les deux, c'est-à-dire ce sur quoi on doit peut-être continuer à insister, peut-être le faire de manière plus efficace, et ce qu'on doit laisser tomber. Et ça n'est franchement pas simple, mais c'est ce qu'on va approfondir dans les 2 prochains épisodes. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain qui portera sur la colère des enfants, et pour le suivant 15 jours plus tard qui portera sur la colère des parents. D'ici là, j'espère que cet épisode-ci vous aura déjà apporté des éléments de compréhension autour de la colère. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ensuite, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute parce que ça contribue à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don, car ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du côté des parents.